Le Congolais, il n'a pas une éducation financière. Je pouvais continuer justement mon passage avec l'équipe de France et je suis l'un des rares joueurs à avoir choisi l'équipe nationale du Congo lorsqu'elle était encore à l'abandon. Un joueur de foot, en fait, c'est une PME, c'est une entreprise parce qu'elle-même, elle peut générer plusieurs millions, donc il faut savoir la gérer. Je pense que c'est le facteur X d'une grande carrière entre un grand joueur et un joueur qui sera bon mais qui sera moyen ou qui finira peut-être ruiné. J'ai senti tout de suite que c'était la terre de mes ancêtres, quoi. Dans ce livre, j'ai voulu parler pour les personnes qui ne pouvaient pas forcément le faire. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Kizital Connect, une série qui met en avant les entrepreneurs issus de la diaspora africaine. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Youssouf Moulumbu, ancien footballeur professionnel passé par le PSG, West Bromwich, le Celtic et il était ancien capitaine de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, auteur, entrepreneur et engagé pour son pays, il est également président de l'association FIMO qui œuvre pour les enfants démunis au Congo. Je suis également accompagnée de Obed Michael Melambwe, étudiant en droit et président de l'association La Voix du Tanganyika, qui œuvre pour la promotion des événements culturels et la valorisation de notre culture. Il m'accompagne aujourd'hui pour mener cette interview. Merci à vous d'être là. C'est moi qui vous remercie. On va revenir un peu sur le début de votre histoire. Exactement. Parler un peu de votre enfance. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en êtes arrivé à vous dire que vous voulez devenir joueur professionnel de football? C'est assez atypique. Mon père, qui travaillait au Congo, est arrivé en France. Et après, il nous a fait venir, moi et ma mère. Je suis arrivé à l'âge de 2 ans en France. Et puis, s'en est suivi l'arrivée de mes frères et sœurs. Mes frères qui étaient déjà beaucoup sportifs. Et j'avais 3 grands frères, en fait, que je suivais tout le temps. Et c'était vraiment, comme on dit, quand on est enfant, on a cette figure-là, on veut ressembler à ses frères. Et ils jouaient au foot. Et donc, ça m'a donné l'opportunité de pouvoir m'entraîner avec eux et de toujours pouvoir progresser, justement, parce que je jouais avec les plus grands. Et de là est venue l'acceptation de mon frère qui a intégré le centre de formation de Marseille, mon grand frère. Et pour moi, c'était comme un rêve, quoi. Et je me suis toujours dit, j'aimerais faire comme lui. Mais malheureusement, ayant eu cette culture, je dirais, congolaise, il l'a pas pris au sérieux, il aimait sortir, etc. Et moi, j'avais moins de talent que lui, mais par son erreur, moi, je me suis dit, il faut que j'arrive, donc faut que je sois sérieux. Et donc, c'est là qu'il y a eu cette différence-là. Et puis, j'ai intégré le centre de formation du PSG très tôt, à l'âge de 12 ans. J'ai quitté mes parents. C'était difficile pour ma mère, parce que elle voulait que je suive les études. Et moi, j'avais une obsession, c'était de devenir footballeur professionnel. Mais là, en étant jeune, je ne savais pas encore à quoi je m'exposais. Donc finalement, je suis arrivé au centre de formation et j'ai rencontré des nouveaux amis. Mais c'est vrai que c'était un challenge parce que, en fait, on réunit les meilleurs de l'Île-de-France ou les meilleurs de la France dans le même centre de formation, et il y en a peut-être que 1 ou 2 qui vont signer professionnel. Et c'est là où, justement, la 2e année, où j'ai vu la première personne se faire virer du centre de formation, j'ai dit non, pour devenir professionnel, il faut que j'arrive à monter toutes les marches. Et j'ai activé le mode tout simplement professionnel et le mode sérieux, quoi. Et de là, j'ai commencé à travailler. Et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de conseils aussi de mon père, qui m'a toujours poussé. Mais c'était dans ma tête depuis petit, depuis l'âge de 5 ans, quand j'ai commencé à toucher le ballon. Moi, j'avais une seule envie, c'était de devenir professionnel. Et j'ai eu la chance de réaliser ce rêve à l'âge de 18 ans. C'est très inspirant parce qu'en fait, vous avez eu une vision assez tôt
Et elle s'est réalisée. Exactement. Ben, je pense que comme je le disais, c'est ce qui a fait la différence parce que j'étais focalisé sur le football et sur cette ambition-là de pouvoir devenir professionnel. Et donc, je savais que j'avais déjà l'objectif, mais comment y arriver? J'ai eu la chance de rentrer dans le centre de formation, donc je me suis dit, là, il faut juste suivre le chemin, quoi, et pas se mettre soi-même les bâtons dans les roues. Alors, Monsieur Youssouf, jetant un œil sur votre parcours, sur ses difficultés, ses doutes et éventuellement sur les tentatives d'abandon, pourriez-vous nous dire quel a été le moment le plus dur de votre carrière? Et aussi, aviez-vous déjà envisagé d'abandonner? Ouais, forcément. Après, c'est pas un chemin paisible quand on veut devenir professionnel, parce que moi, j'ai un rêve, mais il y en a peut-être des dizaines dans le centre de formation, mais des millions dans le monde qui veulent la même chose. Et forcément, il y a eu des échecs, il y a eu des moments difficiles, et je peux pas en citer un parce qu'il y en a eu d'innombrables, des déceptions. Par exemple, ma première grande déception, c'était à l'âge de 17 ans où je devais reprendre avec les professionnels et on m'a annoncé justement que je ne reprendrais pas avec les professionnels parce qu'on faisait passer un autre joueur. Et entre-temps, moi, j'avais raté mon bac. Donc, ça veut dire que 2 échecs, aux yeux de maman, c'est compliqué. Aux yeux de papa, tu passes pas professionnel, c'est compliqué. Donc là, tu te poses des questions, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine? Parce que il faut savoir qu'on a des contrats aussi là-bas. Tu es en dernière année de contrat, qu'est-ce qui va se passer? Après, il y a eu des échecs aussi en professionnel parce que j'aurais voulu continuer ma carrière au PSG. Mais le PSG est un grand club, on ne laisse pas vraiment le temps à un joueur issu du centre de formation de pouvoir s'intégrer. Donc j'ai dû partir ailleurs. Donc c'était encore un autre échec. Il y a eu des échecs comme les blessures. Et avec mon pays, le plus grand échec qui s'est justement pas longtemps transformé en une merveilleuse nouvelle, c'est qu'on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. C'était le rêve absolu pour moi. J'étais venu en sélection justement pour ramener cette équipe nationale au plus haut sommet du football international, mais je ne l'ai pas fait. Mais ma force, c'était déjà l'abnégation en dehors du terrain et sur le terrain, et c'était aussi de pouvoir être assez critique envers moi-même et de pas rejeter la faute sur les autres. Donc je savais par exemple que si j'étais pas passé professionnel, c'était parce que j'avais pas tout donné ou tout simplement parce que le moment venu, je n'avais pas répondu présent. Donc j'ai toujours été assez critique envers moi-même et je pense que c'était une de mes forces parce que je me suis toujours remis en question très vite. Et avec le recul, selon vous, qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui réussit et les autres? Alors dans tous les domaines, hein, et ça je le dis souvent aux jeunes quand on me pose la question, je dis c'est l'objectif, la détermination et le travail. Je pense pour moi c'est les 3 ingrédients qui fait la différence parce que souvent quand on a un projet ou dans l'entrepreneuriat ou même dans la vie sociale ou familiale, les gens se mettent à ta place avec leurs forces et leurs ressources te diront mais ça c'est très dur, tu vas pas y arriver parce que si, parce que ça. Alors que si tu as ton objectif, t'as ton objectif et l'abnégation et ton travail, forcément à un moment ou à un autre, avec ta vision, ça, tu vas y arriver. Et je dis souvent ça aux jeunes, de garder justement cet objectif-là. Il peut avoir des échecs, c'est de se réadapter parce que de toute façon j'aurai l'occasion de vous en parler. Et j'ai plusieurs projets que j'ai mis en place au niveau de l'entrepreneuriat avec le Congo. Et ces projets, je les ai depuis 2012, mais je les ai réadaptés parce que c'était pas le bon moment. Alors, Monsieur Youssouf, le récit de votre vécu s'érige principalement entre la France et le Congo, en dépit de votre passage en Angleterre. Comment avez-vous pu créer un équilibre entre les 2 nations et cultures? Culturellement, ma famille est congolaise à 100%. À la maison, on parle français, mais on parle plus de temps lingala. On mange du pondu, toute la cuisine congolaise. Et moi, j'ai eu la chance de découvrir le Congo, mais je me dis que je l'ai découvert un peu tard. Je crois que mon retour au Congo était en 2011, si je ne me trompe pas. Et j'ai senti tout de suite que
C'est bizarre parce qu'on le dit, mais il faut vraiment le ressentir pour comprendre. J'ai senti tout de suite que c'était la terre de mes ancêtres, quoi. Et directement, j'ai commencé à vouloir comprendre un peu comment fonctionnait le pays. Et c'était pas un peu le paradoxe parce que moi, qui suis né là-bas, j'avais pas vraiment des souvenirs. J'ai eu cette éducation française où la scolarité, les hôpitaux, tout le système administratif français fonctionne super bien. Et quand on arrive au Congo, on voit qu'il y a assez de lacunes et on se dit qu'on a de la chance quand même. Et c'est là où j'ai gardé cet équilibre-là, parce qu'en fait, le fait de revenir au Congo, ça me gardait toujours les pieds sur terre, de se dire que ça aurait pu être moi qui aurais pu être à la place de ces enfants-là. Et j'ai une chance, il faut absolument que je puisse redonner à ces enfants-là ou que je puisse aider justement mon pays. Et donc c'est cet équilibre-là qui fait qu'aujourd'hui j'ai pu, entre guillemets, entamer plusieurs actions au pays. En passant, vous parlez français, notamment anglais, Ouais. lingala, pas de mots de swahili? Non, malheureusement pas. C'est ça le Bumbashi? Accent, Tisana, un peu, mais c'est pas pour vous flatter, c'est la langue que j'aurais voulu vraiment apprendre. C'est la langue que j'aurais vraiment voulu apprendre, mais malheureusement, j'ai pas eu l'opportunité. Est-ce que le grand public, vous pensez, il y a certaines choses qu'il ne voit pas dans la vie d'un footballeur professionnel? Forcément, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de pression, il y a une vie aussi familiale qu'il faut gérer. Et c'est vrai que nous, on nous voit souvent le week-end sur le terrain et on se dit ouais, mais cette personne-là, elle a raté, elle n'a pas bien joué. Et il y a plusieurs choses à gérer. Il faut savoir qu'un joueur de foot, en fait, c'est une PME, c'est une entreprise. Parce qu'elle-même, elle peut générer plusieurs millions. Donc il faut savoir la gérer. Et vous savez très bien, quand on est africain, et surtout quand on est congolais, il y a toute la famille derrière ça. Et il faut gérer. Et c'est marrant parce que j'étais avec un entraîneur du PSG qui me disait, les Congolais, vous êtes super forts, vous êtes super doués, mais arrivé au moment où on passe cette échelle de réserve de l'équipe à professionnel, il y a toujours un souci. Et il me disait, mais en fait, le souci, c'est l'argent. Et ça, il faut le gérer. Et les gens ne comprennent pas. Donc, ouais, il y a eu beaucoup de choses à gérer. Et on sait aussi que la carrière, elle est très courte. On peut gagner de l'argent entre 10 et 15 ans, beaucoup d'argent. Mais cet argent-là, il faut bien s'organiser parce que l'après-carrière, elle est plus longue. Donc forcément, on ne voit pas en fait tout ce que le footballeur fait derrière. Et c'est là où c'est la difficulté. Et moi, j'ai la chance d'être passé par là. Et je dis toujours aux jeunes frères, aux jeunes Congolais avec qui je parle, je leur dis toujours, économisez bien, investissez bien et surtout entourez-vous de bonnes personnes. Je pense que c'est le facteur X d'une grande carrière entre un grand joueur et un joueur qui sera bon mais qui sera moyen ou qui finira peut-être ruiné, c'est l'entourage. Entourez-vous des bonnes personnes. Et c'est un très bon conseil. Merci. Ça, je suis d'accord. Ouais, entourez-vous des bonnes personnes parce que souvent, quand on est footballeur ou quand on est une personne qui a un pouvoir financier, les gens viennent vers toi, mais tu ne peux pas toujours savoir pour quelles raisons ils viennent vers toi, surtout les joueurs de foot. Et la plupart du temps, aller à 80% du temps, on peut voir que c'est juste pour pouvoir justement tirer justement un bien pour soi-même et pouvoir te laisser. Et on a eu plein d'exemples comme ça. Et c'est pour ça que je leur dis toujours, entourez-vous de bonnes personnes. Et j'aimerais bien revenir sur ce que vous disiez concernant la gestion de l'argent, la gestion financière. C'était par rapport à justement l'entourage qui doit vous soutenir financièrement ou c'était plus la gestion de vos ressources financières que vous percevez grâce au foot? Déjà, personnellement, et ça, je ne sais pas si c'est personnel ou si vous avez vécu, c'est que pour moi, le Congolais, il n'a pas une éducation financière.
C'est-à-dire que pour lui, c'est difficile aujourd'hui de pouvoir toucher de l'argent, par exemple en France, et de se dire qu'il faut que je mette un peu de côté parce que j'ai les impôts, il faut que je mette un peu de côté parce que j'ai la retraite qui va arriver. Et je pense que c'est déjà l'un des points, un point focal, parce qu'en fait, c'est la base justement de ce qui va se passer dans ton après-carrière. Et j'ai commencé ça déjà avec mes enfants. Et je voyais ça, par exemple, chez mon coéquipier, qui s'appelle Clément Chantôme, où son père commençait déjà, mais déjà dès l'âge bien petit, à le responsabiliser 2 euros par semaine ou 2 euros par mois, et il lui faisait comprendre que c'est tout simple. Tu veux un jouet, il faut que tu économises pour que tu puisses avoir le jouet. Et ça, c'est une éducation et ça rentre forcément dans la tête. Tu te dis, voilà, si j'ai besoin d'un jouet, il faut que j'économise plusieurs mois. Et c'est là où nous, les Africains, on a eu un souci. Et justement, c'est de pouvoir faire plaisir à tout le monde. De pouvoir faire plaisir à tout le monde. Alors, et ce que j'ai compris maintenant, c'est de pouvoir sécuriser d'abord, de pouvoir justement avoir une entreprise qui marche, qui fonctionne très bien, sans pour autant sortir de l'argent de ta propre poche. Et c'est là où peut-être la famille n'avait pas compris. Et il y a un comptable qui disait, tu sors d'une situation peut-être précaire, ou d'une situation où tu n'as pas beaucoup, ta famille voit ça, tu commences à leur faire plaisir, et à la fin de ta carrière, tu reviens dans cette situation. Ou est-ce que tu veux sortir de cette situation précaire, organiser quelque chose de grand, et après, pouvoir les aider petit à petit. Donc c'est là où est la différence. Alors, Monsieur Youssouf, désormais écrivain, à la lumière de Victor Hugo, vous nous avez écrit ce magnifique roman intitulé Talo, que j'ai lu avec beaucoup d'amour. Merci. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire Talo? Et quel message souhaiteriez-vous transmettre à travers ce dernier? Il y a beaucoup de choses qui m'ont poussé à écrire ce livre. Il y a eu les expériences au Congo. Il y a eu beaucoup de témoignages de personnes qui travaillaient dans les mines, des enfants. Il y a aussi une imagination incroyable que j'ai pu avoir, et aussi l'expérience de tous les jours. Donc c'est un mix de ma vie, des expériences et des témoignages. Dans ce livre, j'ai voulu parler pour les personnes qui ne pouvaient pas forcément le faire, et j'ai voulu aussi mettre la lumière en fait sur le Congo. C'est vrai que je dirais pas que c'est le bon moment, parce que on peut pas dire que c'est un bon moment parce qu'il y a une guerre et ce qui se passe à l'Est, mais je pense que c'est un moment opportun pour que ce livre puisse sortir, pour qu'on puisse encore plus parler des atrocités qui se passent à l'Est. En fait, j'ai été seulement le porte-voix de ces personnes-là. Souvent, quand on regarde les informations ou les journaux, on les réduit à un pourcentage ou un nombre, 30 millions de morts. Mais toutes ces personnes-là ont une histoire, ont des familles. Et donc, voilà, j'ai voulu raconter une histoire qui faisait parmi tant d'autres. Et j'ai voulu aussi qu'elle soit simple, hein, pour pas rentrer aussi dans la politique, et avec des messages un peu, je dirais, cachés. Mais c'est vraiment un livre qui est ouvert à tous et facile à lire. Je confirme, très facile à lire. Merci. Après, au début, j'étais tombée sur du Lingala, et je me suis dit, heureusement qu'il y a la traduction en bas. J'ai voulu en fait donner une petite touche forcément du Congo et de la RDC. Mais dans le livre, on peut voir qu'on passe du Congo à la France, et on passe aussi de l'Algérie. C'était un clin d'œil pour le peuple algérien qui a longtemps soutenu Lumumba, qui est un peuple frère. Donc voilà, c'est une dédicace. Voilà, une dédicace à eux. Dans la continuité de votre ouvrage, Talo, dans votre passage sur Histoire de football, vous évoquez un passage sur la spiritualité.
dans le football congolais, ainsi que certaines superstitions que vous dénoncez. Ouais, exactement. Quelle place occupe réellement la spiritualité, notamment dans Talo? Elle est là à 100% parce que justement c'est le mystère de ce livre-là où on ne comprend pas comment ces enfants disparaissent, qu'est-ce qui se passe et ce phénomène-là. Et c'était aussi, comme vous l'avez pu le dire, un clin d'œil pour mon pays parce que beaucoup de spiritualité aussi, que ça soit dans le foot, dans la politique, mais dans tout, on y croit. Donc c'était aussi un clin d'œil, mais c'était vraiment pour dire que le Congo a un pouvoir. On a été à tous les tournants historiques, et je pense fallait le souligner. Et dans ce livre, comme vous voyez bien, le point focal et le tournant même de tout, c'est cette pierre et elle se trouve au Congo. Parfait. Merci. Et tout à l'heure, il y a Obed qui me disait que Talo avait une signification en lingala. Bien sûr. Est-ce que je pourrais l'avoir, s'il vous plaît? Bien sûr, c'est la valeur. Donc c'était tout simplement pour dire que cette pierre qui a de la valeur, ce pays qui a tant de valeur, ben voilà, il faut la remettre au goût du jour. Et on peut le voir en ce moment, de façon géopolitique, le Congo revient un peu sur une lumière positive, hein, avec tout ce qui se passe un peu autour du président et autour des ministres. Et donc voilà, c'est vraiment la valeur que ce pays doit avoir aujourd'hui. Alors c'est ça. Moi je dirais qu'il y a beaucoup de mystères dans Talo. Hein. Dans votre émission précédente, Histoire du football, vous parlez du comité de recherche, hein, Bakis Yalou, de nos clubs de chez nous. Et puis bizarrement dans votre ouvrage, vous parlez d'une pierre et puis vous parlez de l'entrée dans la mer et puis des gens qui accèdent en France de façon mystérieuse. Alors moi je ne vais pas dévoiler le mystère. Donc j'invite simplement ceux qui nous suivent à aller télécharger le livre, le lire pour comprendre, voilà, cette spiritualité que veut nous parler le désormais écrivain, Monsieur Youssouf. Alors, Monsieur Youssouf, pour continuer, pourriez-vous nous en dire long sur votre nationalisme, mais à un auditoire assez particulier, aux mondialistes, donc aux léopards, aux fans du PSG, aux fans de Saint-Éloi Lupopo. J'en profite pour saluer deux oncles, Monsieur Eric Munga et Augustin Munga, tonton Humberto, des grands fans de Lupopo. Que pourriez-vous dire à ces gens-là sur votre nationalisme? Regardez rien que mon parcours international, même mon parcours en club, il parle de lui-même. J'étais un espoir français. J'avais joué avec l'équipe de France Espoir et je pouvais continuer justement mon passage avec l'équipe de France. Et je suis l'un des rares joueurs à avoir choisi l'équipe nationale du Congo lorsqu'elle était encore à l'abandon. Donc déjà, ça montrait des signes. Et j'avais eu quand même quelques chamailleries avec ma famille qui me disaient « vaut mieux jouer avec l'équipe de France, c'est plus calme, c'est plus organisé ». Mais j'avais déjà une vision. C'était la vision de se dire ouais, « l'équipe de France, oui, je serai un joueur parmi les autres, mais au Congo, je pourrais organiser ». Et justement, d'une équipe qui n'a pas grand-chose, pouvait aller loin. Donc c'était un peu la vision de ce que j'avais. Et en équipe, en club, vous avez pu le voir, j'ai joué au Saint-Éloi Lupopo. Quel joueur international congolais qui a joué en Europe, qui sort justement de l'Écosse, un an du Celtic Glasgow, qui joue en Europa League et en Ligue des Champions, revient dans son pays pour jouer avec une équipe locale. Donc rien que là, vous pouvez voir un peu l'état d'esprit qui coule en moi. Après, c'est vrai que c'est difficile, hein. Je ne vous dis pas que c'est facile. Notre pays est difficile, il y a beaucoup d'épreuves, c'est compliqué de pouvoir s'installer et pouvoir organiser des choses au pays. Mais il faut quand même le faire parce que c'est comme on dit, même si ta maman est bossue ou quoi que ce soit, on ne la reniera jamais. Donc voilà, et après ma carrière, je savais que j'aurais plus de nécessité justement au niveau du Congo qu'au niveau de la France. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec la fondation, avec
l'entrepreneuriat et puis Et ça avec nous aussi. exactement, C'est ça ça. se passe à merveille. Et moi, je suis content justement de voir des jeunes Congolais justement pouvoir s'unir pour des buts communs et être aussi positif parce que on a souvent été dans le négatif. Oui, le Congolais aime danser, aime fêter, exactement. Mais aujourd'hui, j'ai plus en plus de Congolais, je vois de plus en plus de Congolais qui s'unissent justement dans le but justement d'entreprendre. Oui. Et c'est parfait parce que du coup, je vais rebondir sur les jeunes Congolais. Qu'est-ce que vous avez envie de leur donner comme conseil, notamment dans l'entrepreneuriat, pour les personnes qui souhaitent se lancer? Bah, déjà, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est pas donné à tout le monde. Déjà, il faut avoir un mental d'acier, il faut avoir une idée, il faut avoir un leadership. Et ensuite, pour ceux qui veulent entreprendre et surtout entreprendre au Congo, je leur dirais de ne pas se focaliser, de ne pas attendre le gouvernement ou un signe de quelqu'un. Il faut avoir un projet qui est bien structuré, un projet qui suit une ligne de conduite et après, de s'entourer, comme je le disais, de bonnes personnes. Je vous donne un exemple. Je suis sur un projet dans l'assainissement, hein, un peu dans la numérisation de l'assainissement, parce qu'on sait qu'on a des difficultés au niveau de la ville de Kinshasa et au niveau du Congo. Et moi qui suis footballeur, je ne m'y connais pas vraiment. Mais j'ai eu la chance de pouvoir m'entourer des meilleurs. Et c'est pour ça que je dis que la jeunesse congolaise, aujourd'hui, elle est extraordinaire. J'ai pu avoir la chance de rencontrer Mathieu, qui est expert en recyclage, en distribution. J'ai rencontré Ebi, qui travaille dans l'administration et au ministère de l'écologie. Et tous sont congolais. Donc j'ai pu m'entourer des meilleurs. Et aujourd'hui, sans tout attendre le gouvernement, ben on s'est lancé au Congo et puis ça avance à petits pas, mais ça avance très bien. Les juristes en parlent beaucoup, mais je vais faire simple. Monsieur Youssouf, j'ai personnellement suivi le match de qualification de la RDC à la Coupe du Monde 52 ans après et je pensais à vous. Quelle a été votre implication dans l'ombre? Ça, c'est la toute première question. Puisque certains de mes proches m'ont dit que vous étiez passé sur RFI, vous avez parlé juste le jour d'après. Voilà. Et la deuxième question, j'ai parcouru certains commentaires Facebook sur les réseaux sociaux. Certains n'ont pas eu, en fait, ils ont apprécié le courage du capitaine Chancel Bemba. Mais ils disent qu'il devait aller un peu plus loin. Il y a beaucoup de choses à réclamer. Et ils ont dit, si Youssouf était là, ça aurait peut-être été différent. Pas de comparaison, nous l'aimons beaucoup. Et j'ai aussi suivi le message du capitaine Didier Drogba en 2005, je crois, quand la Côte d'Ivoire avait des soucis. Il avait porté un message fédérateur. Alors, dites-moi, quelle a été votre implication tacite pour la qualification de la RDC à la Coupe du Monde? Et d'autre part, on va vous contextualiser, à supposer que vous étiez capitaine. Qu'est-ce que vous auriez dit? Notamment, le capitaine Santos avait demandé la construction du Stade des Martyrs. Qu'est-ce que vous auriez demandé pour le football congolais à nos dirigeants politiques que nous aimons de tout cœur? Alors, premièrement, je pense que c'est une qualification de groupe parce que je ne peux pas l'attirer que sur moi. Il y a eu tellement de joueurs qui sont passés et malheureusement qui n'ont pas pu participer à cette Coupe du Monde. Je pense à Mabiala, à Makiadi, je pense à Trésor Poutou, je pense à Mbokani, des grands joueurs. Et je pense que cette qualification, elle leur revient à tous. Et moi, mon premier mot sur les réseaux sociaux, c'était fier de vous, parce que justement, ça démontre le travail que nous, on a fait avant. Et donc, de là, je peux vous dire que le sentiment qu'on a, c'est un pincement, parce que je me suis dit, c'est ce que j'aurais tellement voulu. Et c'est une joie extraordinaire, parce que tu te dis, ah, les petits, enfin, ils l'ont fait. Voilà. Et j'étais tellement content pour eux parce que je communique souvent avec Maswaku et je communique souvent avec Bakambu. Et je leur dis souvent, on ne se rend pas compte de la joie que justement une Coupe du Monde et la joie que le foot procure justement à cette population tant meurtrie. Et pour un moment, pour un mois, ayons au moins le sourire et que ça
nous enlève des chagrins de ce qui se passe à l'Est. Donc voilà, je pense qu'ils l'ont réussi et j'ai été content de voir justement le président les accueillir de la sorte parce que ça montre justement l'union que le Congo a lorsque l'équipe nationale joue. Donc j'espère que ça peut nous donner des idées aussi parce que je pense que c'est le seul événement où tout le monde est congolais. Il n'y a pas de Goma, on est tous congolais. Il n'y a pas de parti politique ou quoi que ce soit. Donc, je pense que ça peut nous donner des idées et c'est une très bonne chose. Cette qualification, pour revenir à la question, c'est une qualification de groupe. Toutes les personnes qui sont passées en sélection peuvent être fiers d'eux. Ensuite, Chancel est un très bon capitaine. Je pense qu'on m'a déjà demandé à plusieurs reprises quelle était peut-être la différence entre lui et moi. Et moi, je disais que j'étais plus un capitaine vocal. Je allais plus à la rencontre des joueurs pour discuter avec eux, pour les comprendre. Et Chancel, c'est plus un capitaine sur le terrain. C'est un leader qui est plus sur le terrain. Après, on ne peut pas lui en vouloir. Il faut savoir qu'il y a l'émotion, il y a peut-être la fatigue, etc. Et c'est vrai, il y a des problèmes au niveau du sport. Il faut que justement le gouvernement puisse apporter cette politique sportive. Mais c'est à nous tous de pouvoir le dire, pas seulement au capitaine. Et je ne pense pas qu'on peut lui en vouloir parce que sa première tâche, c'est de jouer au foot. Ensuite, nous aussi, les grands frères, on est là pour le dire. Il y a des problèmes au niveau de notre football avec les infrastructures, avec le championnat qui est arrêté. Donc voilà, si peut-être lui a omis de le dire ou a oublié, nous sommes là justement pour le faire comprendre au gouvernement. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Un message? J'aimerais tout simplement dire merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu tout au long de ma carrière et merci aussi aux personnes qui ont pu lire le livre, Obed, bien sûr, à vous tous ici présents. Et j'espère qu'on se rencontrera cette fois-ci à Lyon. À Lyon. Donc, le 29 mai à 18h, tous les jeunes étudiants de Lyon, congolais, marocains, algériens, on se rencontre pour voir M. Youssouf. Il nous parlera de son parcours. Il vendra son livre et dédicace spéciale. Donc, venez l'écouter, venez le voir. Il est là pour construire des ponts entre la France et le Congo, l'Afrique et l'Europe. Super. Parfait. Je vous recommande de lire le livre Talo, qui est mystérieux, passionnant et qui apprend beaucoup de choses sur le Congo parce que moi je ne suis pas congolaise, mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses, donc merci en tout cas, c'était un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve bientôt. On dit un grand merci à Sofa Podcast qui a mis des instruments à notre disposition. Donc n'hésitez pas à aller sur son site, à vous abonner sur sa page et à collaborer avec lui parce qu'il se cache, mais c'est un Algérien qui veut aussi construire des ponts entre les cultures et les peuples. Donc allez-y, Sofa Podcast. Abonnez-vous massivement. Merci. Merci beaucoup pour l'accueil de Sofa Podcast. On a très bien été accueillis et on reviendra probablement. Parfait. Ouais. Merci. 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 Merci.